l'immensité de notre monde, les plus petits êtres passent souvent inaperçus. Leur discrétion les condamne à l'oubli, leur différence à la crainte et au mépris. Certaines espèces nous fascinent et nous enchantent, quand d'autres nous terrifient et nous repoussent. Ils bourdonnent, rampent, virevoltent dans nos vies, souvent ignorés, parfois redoutés, et trop souvent écrasés du bout du pied. Ils sont partout et pourtant nous ne les voyons presque jamais. On les chasse d'un revers de main, on les balaye sur nos pare-brises. Ils sont petits, visqueux, poilus, furtifs, ils ont 6, 8, des dizaines ou une absence totale de pattes. Colorés, sombres, blancs ou translucides, ils vivent dans l'ombre, l'humidité, l'eau, l'herbe, la terre, l'humus. Ils vous dégoûtent, mais sont pourtant indispensables à votre survie. Ils sont petits et vulnérables, et pourtant si nombreux et résistants. Sans eux, le monde se tairait. Ces êtres minuscules aux formes étranges et aux couleurs variées sont les maillons invisibles d'une symphonie vitale. Par leur présence discrète, ils tiennent le fil de la vie entre leurs pattes. Sous une feuille, derrière une écorce, au creux d'une fleur, ils bâtissent, pollinisent, décomposent. Leur monde est un théâtre minuscule, mais leur rôle est immense. Sans eux, les écosystèmes vacilleraient. Sans eux, la vie disparaîtrait. Regardez de plus près et vous verrez que chacun d'entre eux est un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Chaque espèce est un poème évolutif écrit depuis des millions d'années. Parce qu'en fin de compte, peut-être que vous ne les connaissez pas du tout. Ouvrez l'œil, observez-les et rentrez dans leur monde qui fait aussi partie du vôtre. Là où les vallons ondulent sous le souffle du vent, où l'altitude adoucit l'aridité des étés, s'étendent des prairies de petites montagnes, refuge discret d'une multitude d'espèces. Les insectes y tissent la trame silencieuse de la vie, dans une mer verte constellée de végétaux colorés. La prairie n'est pas une plaine de solitude, mais un théâtre de cohabitation. Chaque printemps, un ballet silencieux s'organise au-dessus des corolles. Les fleurs s'ouvrent, nectars et pollen composent des fragrances alléchantes. Un parfum flotte dans l'air, doux message aux voyageurs zélés. Le banquet est prêt. Attirés par le nectar, ils s'invitent d'une fleur à l'autre, chargés sans le savoir d'une mission bien plus grande qu'eux. Les grains de pollen s'accrochent à leurs pattes, leurs ailes et leurs poils, et à chaque escale, ils sont semés, connectant les fleurs les unes aux autres, perpétuant ce rituel millénaire. Et dans ce travail humble, méthodique et incessant, ils assurent ce que nous appelons parfois sans y penser, la beauté du monde, grâce à ces minuscules aventures répétées des millions de fois chaque jour. La pollinisation n'est pas un simple échange, c'est un pacte ancien entre fleurs et insectes. Une alliance discrète mais essentielle à la vie sur Terre, sans qui les couleurs du monde s'éteindraient peu à peu. Pour de très nombreuses espèces, le camouflage n'est pas un luxe mais une nécessité. Un art millénaire hérité de la sélection naturelle. Une réponse silencieuse au danger omniprésent. Beaucoup se parent des couleurs de leur habitat. L'invisibilité est leur bouclier, le fruit d'une évolution patiente, sculptée par la prédation et le besoin de survivre sans faire de bruit. Dans le secret des hautes herbes, c'est un monde entier qui s'agite. Ce n'est pas qu'un décor, c'est un écosystème dense, vibrant, où la biodiversité abonde. Les tiges sont des forêts, les fleurs, des ports d'escale. Dans cet univers miniature, chaque mètre carré abrite une vie foisonnante, les rouages invisibles d'un équilibre fragile. Ils vivent dans l'ombre des végétaux et l'humilité des existences qu'on ne voit pas. Face au vent, ils ploient mais ne cèdent pas. Leur monde minuscule soutient le nôtre. Ils sont les artisans invisibles de la vie sauvage, les jardiniers secrets de la montagne. Leur monde est un poème de résistance et d'équilibre, vibrant et fragile, peuplé de héros d'un autre temps, d'une autre échelle.
En quelques semaines, cette chenille va transformer les paysages herbacés en scènes spectaculaires d'activités collectives. Ce sont les livrées des prés. Leur nom vient de cette habitude. Elles semblent porter la même livrée, le même uniforme, rayé et poilu. Contrairement à leurs cousines des pins, elles ne vivent pas dans les arbres, mais dans la lumière des prairies d'altitude. Elles aiment la liberté des plantes basses et y vivent en groupe, unis et solidaires. La livrée est une chenille grégère. Elle partage tout, l'abri, les repas et la croissance. En grignotant méthodiquement, sans ravager, juste ce qu'il faut pour grandir. Leurs poils ne sont pas urticants ni toxiques et ne présentent aucun danger pour les humains ou les animaux. Elles sont d'ailleurs souvent confondues à tort avec les chenilles processionnaires. Sa croissance passe par 5 stades larvaires, marqués par autant de mues. À chaque étape, la chenille s'arrête de manger, s'isole légèrement, puis abandonne sa peau, devenue trop étroite. Quand viendra le début de l'été, les livrées atteindront leur taille maximale. Elles entameront alors leur transformation. Une métamorphose complète. La chenille s'assombrit, ses poils se densifient, puis elle va se dissoudre avant de se recomposer en un papillon nocturne modeste. Il ne mangera pas et ne volera que peu. Son seul but sera la reproduction, le début d'un nouveau cycle. Quand un arbre tombe, il sonne la fin d'un cycle. Mais pour d'autres, il s'agit d'un commencement. Sous l'écorce, entre les veines brisées du bois ou dans l'humus, un monde discret s'éveille. Des centaines d'êtres rampent, creusent, recyclent. Là où nous voyons la mort, eux bâtissent la vie. C'est ici, au plus bas du vivant, que la forêt se régénère. Silencieux, dissimulés sous les écorces arrachées ou levés dans les entrailles d'une souche en décomposition, ils forment une armée discrète mais essentielle. Ces petits arthropodes peuplant le bois mort jouent un rôle fondamental dans le cycle de la vie forestière. Il est l'un des 2 seuls crustacés terrestres au monde. Le cloporte, avec son dos segmenté et ses antennes frémissantes, évoque souvent l'humidité et la moisissure. Pourtant, il est l'un des grands nettoyeurs de nos forêts. Tout comme le Glomeris marginé, ce petit myriapode discret et laborieux qui va se nourrir de feuilles mortes, de fragments de bois et de matière organique en décomposition, contribuant ainsi activement à la transformation de cette matière en humus fertile. De son côté, l'Ophiolus pilosus trace des sillons lents, digérant la cellulose des végétaux morts et rendant au sol les nutriments qui feront croître les plantes de demain. Mais dans ce monde feutré où tout semble calme règne une tension invisible, car les décomposeurs ne sont pas seuls. À l'affût dans les crevasses de l'écorce, de redoutables chasseurs veillent. Le bois en décomposition est l'épicentre d'une chaîne de transformation où se croisent la vie et la mort, le recyclage et la prédation. Chaque fragment sylvestre, chaque débris végétal est une promesse de futur. Les habitants de ces ruines forestières sont les ouvriers du recyclage, les alchimistes de la décomposition. Ils nous apprennent que la mort n'est pas la fin, mais bien le ferment patient de la vie. La fourmi des bois, parfois surnommée fourmi rousse, est l'une des espèces les plus caractéristiques et les plus influentes de nos forêts. Structurée en colonies complexes,
Elles font partie des insectes eusociaux. Leur vie est organisée autour de la coopération, la communication et la division des tâches. Chaque membre de la colonie ayant des rôles spécifiques pour assurer la survie et la prospérité de la communauté. Leur reine pond les œufs, tandis que les ouvrières s'occupent de la récolte de nourriture, de la défense et de l'entretien du nid, ainsi que de l'élevage des jeunes. Ces colonies peuvent compter quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'individus selon la taille et l'âge du nid. Souvent établies sous des troncs d'arbres tombés ou dans des montagnes de débris végétaux, les fourmis des bois sont des prédateurs et des détritivores, se nourrissant principalement d'insectes, de larves et de matières organiques en décomposition. Elles jouent ainsi un rôle fondamental dans le recyclage des nutriments et l'équilibre des populations d'insectes, mais également dans la dispersion des graines de certaines plantes, contribuant ainsi à la régénération des forêts. La fourmi des bois est un exemple spectaculaire de l'organisation sociale dans le monde animal. Grâce à une division du travail extrêmement rigoureuse, une communication chimique sophistiquée et une défense collective bien rodée, cette fourmi bâtit une société à la fois fragile et résiliente, où l'individu s'efface au profit du groupe. Dans l'immensité des forêts, ces petits insectes rappellent que la force ne réside pas que dans la taille, mais aussi dans la solidarité et la coopération. Sous la douce caresse de la pluie, lorsque les premières gouttes rencontrent le sol, un balai silencieux se déploie. Émergent alors des recoins humides attirés par la fraîcheur qui règne après l'averse de nombreuses créatures. Parmi elles, les gastéropodes, ces voyageurs solitaires aux coquilles frêles et au corps souple. Leur mucus, sécrété en abondance, leur permet de se déplacer sur presque toutes les surfaces et de glisser avec une fluidité incomparable sur les terrains humides. Comme si la pluie avait le pouvoir de libérer ces espèces de leur torpeur, leur offrant une scène idéale pour leur exploration. Lents, discrets, presque invisibles dans leur glissement patient, les gastéropodes forment une classe du règne animal qui regroupe plus de 80 000 espèces connues, vivant aussi bien sur Terre que dans l'eau douce et salée. Ces animaux sont principalement herbivores ou détritivores, et leur bouche est équipée d'une radula, une langue râpeuse couverte de minuscules dents. Feuilles en décomposition, champignons, bryophytes, fruits tombés, écorces tendres et même certains cadavres d'animaux font partie de leur régime alimentaire. Ce qui fait des gastéropodes de précieux recycleurs de matière organique, accélérant le retour au sol des nutriments essentiels. Leur simple présence raconte une histoire d'humidité, de décomposition, de cycle, une histoire de lenteur nécessaire à rebours de notre monde précipité. Là où l'homme passe sans voir, les gastéropodes glissent et construisent lentement, silencieusement, une part du vivant que nous avons oubliée. Ils rappellent que la vie ne va pas toujours vite, mais qu'elle va toujours quelque part. Là où le sol de la forêt se fait plus humide et où les racines se mêlent aux feuilles en décomposition, une flaque d'eau peut sembler insignifiante. Elle apparaît parfois comme un simple vestige éphémère de l'averse. Pourtant, ce ne sont pas seulement des petites mares d'eau stagnantes, mais des écosystèmes à part entière où la vie qui y prospère doit s'adapter à un environnement changeant. Chaque semaine peut être un nouveau cycle. Une faune spécifique y trouve refuge, notamment des espèces dont les stades larvaires dépendent de ces milieux temporaires. L'un des plus remarquables habitants de ces flaques est le géris, aussi appelé punaise d'eau ou araignée d'eau. Il s'agit pourtant bien d'un insecte, avec une particularité étonnante. Le géris est capable de se déplacer sur la surface de l'eau. Ses pattes sont munies de poils hydrophobes, qui possèdent également de minuscules structures appelées nanophiles. Ces derniers vont créer une surface fine et complexe, emprisonnant de petites poches d'air sous leurs pattes, ce qui va permettre aux géris de marcher sur l'eau sans en percer la surface. Car l'eau possède une propriété appelée tension superficielle. À la surface,
les molécules se regroupent et forment une sorte de membrane résistante. La tension superficielle repousse les substances hydrophobes déposées à la surface, comme c'est le cas des 2 paires de pattes du géris. C'est grâce à ce double phénomène que cet insecte peut glisser en toute légèreté sur la surface, à la recherche d'insectes tombés dans l'eau. La condition essentielle de leur habitat est la présence d'une eau de bonne qualité. Si des particules de pollution venaient se loger entre les molécules d'eau, la force d'attraction diminuerait, faisant disparaître la tension superficielle. Et ces gracieux patineurs finiraient alors par couler. Sous la surface de l'eau, c'est un autre petit artisan aquatique qui s'affaire, la larve de frigane. Cet insecte va se façonner un abri à l'aide de débris végétaux ou d'éléments récoltés au fond de l'eau afin de se protéger des prédateurs. Faisant partie de l'ordre des trichoptères, ces architectes peuvent rester pendant des semaines dans l'eau, se nourrissant de matières en décomposition et jouant un rôle clé dans le recyclage des nutriments. Cette larve connaît 5 à 6 stades avant de se transformer en nymphe. Pour réaliser cette métamorphose, les friganes vont fermer les extrémités de leur fourreau avec des fils de soie ou des petits cailloux. Après cette période qui durera 2 à 3 semaines, la nymphe, désormais dotée d'antennes, de pattes et d'ailes, percera son abri pour rejoindre la surface. L'adulte ne vivra alors que quelques jours, qu'il consacrera entièrement à la reproduction. Mais attention, car pendant ce temps, camouflé parmi les végétaux, un tueur immobile attend patiemment. C'est une naïade, une nymphe, une larve de libellule. Ses 2 yeux scrutent sans relâche les proies qui passent à sa portée. Replié sous sa tête, son masque préhensile rétractable attend l'instant fatal. Il lui suffira d'une fraction de seconde pour le déployer et saisir son butin. Les flaques d'eau sont le siège de batailles invisibles, de rencontres et de symphonies naturelles. Elles sont un parfait exemple de cycle de vie où l'eau sert de refuge, mais aussi de lieu de transition. Chaque flaque est une scène où des histoires d'adaptation et de survie se jouent, un miroir de la nature qui nous révèle la beauté cachée derrière l'apparente simplicité de la pluie et du sol. Ce monde fourmille de merveilles, mais ce monde s'efface en silence. On estime que certaines régions du monde ont perdu plus de 75% de leur biomasse d'insectes en moins de 50 ans et qu'elles ne cessent de diminuer chaque année. C'est l'écho d'un déséquilibre, le présage d'un effondrement plus vaste. La disparition des insectes, c'est aussi celle de milliers d'histoires naturelles. Mais il est encore temps. Il suffit de se pencher, de regarder sous une pierre, sur une brindille, d'écouter le bruissement d'un bosquet, le souffle de nos forêts. Réapprendre à contempler ces petites vies, c'est retrouver la racine qui nous unit à la nature. C'est comprendre que la beauté du monde ne réside pas seulement dans le spectaculaire, mais aussi dans l'infime. Les insectes nous enseignent l'humilité. Ils nous rappellent que la force n'est pas toujours visible, que la survie dépend parfois des plus petits, et que chacun d'entre eux a sa place dans la grande symphonie du vivant. En sauvegardant les insectes, c'est notre avenir que nous préservons. Parce qu'il n'y a pas de petites bêtes, il n'y a que de grandes histoires.